Techno Impact, c'est le podcast qui analyse les conséquences des technologies sur nos business, sur nos comportements et donc sur notre quotidien. Ces technologies sont intégrées à nos vies comme une extension de nous-mêmes. Elles façonnent notre façon de penser, d'interagir et d'agir. Je m'appelle Benjamin Boutin et aujourd'hui, je reçois deux invités pour parler de crypto-monnaie, de blockchain et de finances décentralisées. Non, ne partez pas. On ne va pas rentrer dans la technique de tout ça. Au contraire, on va parler de stratégie. On va parler de l'impact de ces outils, la façon dont ils vont complètement modifier notre système financier. Et ne croyez pas que ça ne vous concerne pas. Au contraire, le système financier, qu'il soit privé, qu'il soit pour les entreprises, qu'il soit globalisé, eh bien ça va impacter votre quotidien. Vous allez voir. Pour les entreprises, c'est évident. C'est des nouveaux moyens de paiement, c'est des nouveaux moyens d'échange en fait. Et puis pour le particulier, ça va être une nouvelle façon de payer, de gérer son argent. Et puis d'énormes opportunités sur l'épargne 3.0, sur, je dirais, la liberté financière ou pouvoir compléter sa retraite. Quand on sera tous vieux, on sera content de pouvoir avoir des compléments de retraite. Et bien tout ça, ce monde-là, des crypto-monnaies, de la blockchain, va nous apporter beaucoup de souplesse, beaucoup d'opportunités. C'est de cela dont on va parler avec mes deux invités. J'ai donc avec nous Chantal Leng et Stanislas de Kenetin. Alors Chantal, salut. Donc je te présente rapidement. Chantal donc Leng, tu es experte dans la matière, tu es formatrice, tu offres des formations en crypto-monnaie. Et puis tu viens de sortir un outil d'analyse qui s'appelle les scores de Chantal. Alors c'est du rating de crypto-monnaie, donc tu donnes des scores sur 6000 cryptos pour permettre aux investisseurs de s'y retrouver, de trouver des opportunités pour bâtir un portefeuille et puis voir l'avenir plus sereinement et surtout, au-delà des performances des cryptos, c'est surtout s'intéresser aux projets. Il faut savoir que derrière chaque crypto-monnaie, quasiment des crypto-monnaies sérieuses, il y a des projets, des startups, des entrepreneurs, des technologies, des talents, quoi. Et c'est de cela dont tu parles dans ton rating. Tu analyses les talents qu'il y a derrière les cryptos. Excellent, merci Benjamin, t'as tout compris. J'ai tout compris, ouais, je l'utilise en plus. D'ailleurs, tu es au Salvador en ce moment, le pays qui a adopté le Bitcoin en 2021. Donc on reviendra là-dessus, tu nous diras comment les Salvadoriens utilisent la crypto-monnaie au quotidien. Et puis, on est avec Stanislas de Kenetin, qui est un expert aussi, qui donne des formations aussi, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle BEX, donc Blockchain Expert. D'ailleurs, que Stanislas, tu interviens quotidiennement pour décrypter l'actualité des cryptos, donc on apprend énormément de choses. Et puis, tu as sorti une startup qui s'appelle Stoken, qui fournit des services crypto aux entreprises. Et puis surtout, tu as sorti un livre qui s'appelle Finances décentralisées, comment générer un revenu supplémentaire, qu'on a lu tous les deux, Chantal et moi, et qu'on vous conseille pour vraiment rentrer dans la matière et comprendre les énormes opportunités que ça offre aujourd'hui, ce nouveau système. Et surtout, on va en parler maintenant tout de suite, ça va être ma première question pour toi, Stan. Concrètement, ce nouveau système financier qui va être adossé au blockchain, dont le rouage, l'huile de fonctionnement, ça va être la crypto. Comment est-ce que concrètement, au quotidien, ça pourrait impacter la vie des gens, la vie de ceux qui nous écoutent, à la fois ceux qui ont peut-être une entreprise ou qui bossent en entreprise, ou à la fois pour les ménages en particulier? Est-ce que tu peux nous donner juste une vision globale de ça? Bonjour d'ailleurs, merci beaucoup de me recevoir déjà. Je pense qu'on va avoir d'un côté, et là je rentre directement dans la partie les banques commencent à utiliser la DeFi. Alors, DeFi, c'est finances décentralisées, Decentralized Finance. On a actuellement, en fait, une finance décentralisée qui est constituée d'applications décentralisées. C'est très open source, c'est pas encore encadré réglementairement. Et donc, c'est, entre guillemets, un peu le Far West. Faut pas se mentir. Ça se développe extrêmement rapidement parce que comme je viens de le dire, c'est open source, c'est-à-dire que tous les codes sont en libre accès pour tout le monde et du coup, tout le monde les pioche et les améliore en permanence. Et donc, comme il n'y a pas de frontières et tout le monde y a accès dès qu'on a une connexion Internet, ça va très, très, très vite. Ça se développe extrêmement rapidement. Et ce qui est en train de se passer, en tout cas, c'est ce que je constate, c'est que finalement, j'ai l'impression que ça devient le laboratoire de recherche des banques qui piochent, mais concrètement, quoi. Ils piochent dans tous ces codes pour construire, je pense, une finance décentralisée qui va utiliser les mêmes technologies, mais
en fait de manière fermée, c'est-à-dire que et de manière encadrée par des réglementations. Et ça arrive très vite. On voit qu'il y a ils ont déjà créé des plateformes. Hein, faut aller voir Canton, hein, Canton, qui a été créé par Digital Assets, où il y a tout un consortium de banques et de grosses corporations. On a aussi Corda avec le consortium R3. Bon, on a évidemment Hyperledger et tous ces consortiums, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que de la même manière qu'on a actuellement un Internet autorisé, c'est-à-dire toutes les pages qui sont référencées par Google et le Darknet, je pense qu'on aura une DeFi autorisée sur laquelle on pourra aller utiliser des services financiers et une DeFi, celle qu'on a actuellement, qui va être Dark DeFi, où on pourra aller faire des opérations, mais qui ne seront pas encadrées par des réglementations. Donc, est-ce qu'on peut dire, pardon Stan, je te coupe, est-ce qu'on peut simplifier pour ceux qui nous écoutent, décentraliser, ça veut dire que c'est un code automatique qui tourne, et c'est le code qui va dire, je prends ta crypto ici, je te l'envoie là-bas, je te change ta crypto automatiquement, alors que traditionnellement c'est fait par des opérateurs, donc il y a toujours un humain derrière, ou en tout cas quelqu'un qui contrôle, mais là c'est hors de contrôle, c'est-à-dire que c'est le code automatiquement qui fait ça. Exactement. Alors si je peux essayer de comparer en fait en 2 mots, je vais essayer d'être très très succinct, je vais vraiment être rapide, mais en fait une crypto c'est une association. C'est c'est des gens qui se connaissent pas, qui sont sur Internet, qui se regroupent. Le Bitcoin c'est une association de personnes, faut le voir comme ça, qui se regroupent pour rendre un service. Le service rendu par le Bitcoin, c'est de transférer de la valeur entre les membres de cette association. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y a certains membres de l'association qui lèvent la main en disant écoutez, moi je veux bien m'occuper de mettre les transactions que vous faites entre vous dans une blockchain. Et donc ces gens-là sont des mineurs. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment des associations qui ont pour objectif de rendre des services. Il y a tout type de services. Hein. On avait vu Constitution DAO, par exemple, c'est une crypto des gens qui se sont associés pour aller acheter la Constitution des États-Unis, l'original. Et en fait, la finance décentralisée, ce sont toutes les associations qui rendent des services financiers. Et donc, ils rendent des services financiers très divers. Tous les services qu'on retrouve dans les finances traditionnelles sont réalisés par ces associations, mais c'est des gens qui se retrouvent sur Internet. En fait, c'est tous des petits véhicules autonomes qui interagissent les uns avec les autres, et c'est en fait ce réseau de petites associations qui constitue la finance décentralisée. C'est ça. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et au final, c'est assez simple, je veux dire. Oui, c'est ça. Et que toi, Chantal, comment tu définirais justement cette finance décentralisée, donc ces petits outils qui sont autonomes, ce code qui tourne automatiquement, on appelle ça des smart contracts techniquement. Mais toi, comment tu pourrais expliquer, alors très simplement, la magie de la finance décentralisée finalement? Alors, premièrement, je rejoins tout à fait ce que Stan a dit, et les conséquences, c'est code is law, le code c'est la loi, et non pas un mouvement politique de tel gouvernement qui voudrait interdire je sais pas quoi. Donc code is law, on sait à quoi s'attendre quand on analyse le code. Et deuxièmement, la transparence. On voit les transactions ou alors des traces des transactions dans certaines blockchains qui sont plus on va dire respectueuses de la confidentialité, mais on peut voir les transactions, on peut voir combien il reste dans les wallets de ceux qui ont dans les, on va dire les protocoles, ouais. La preuve de valeur, etc. Et ça, ce sont des conséquences de exactement ce que Stan vient de décrire, mais ça change tout parce que ça amène la confiance. La confiance, c'est la clé. Tu me fais penser à des grands opérateurs crypto qu'on appelle des exchanges, comme par exemple Binance ou Coinbase ou Kraken, qui à l'époque montraient leurs preuves de réserve. Et tu parlais du wallet, alors ils donnaient le numéro de wallet, qui est un chiffre alphanumérique assez compliqué, assez long. Mais en fait, on peut tous aller sur la blockchain et voir le wallet de Binance. Et moi, j'étais allé voir le wallet Bitcoin de Binance et je voyais 10 milliards de dollars, 20 milliards de dollars d'Ethereum, etc. Et c'était stupéfiant de se dire, mais en fait, je rentre dans les livres de compte comme d'une banque. Enfin, imaginons à terme qu'une banque dise, mais nous, on a un wallet public, vous pouvez aller checker et vous allez voir nos réserves, l'argent qu'on a en réserve. C'est complètement dingue, en fait. Alors ça, c'est enthousiasmant. Ouais. Et il faut quand même mettre un bémol puisqu'il s'agit d'une entreprise centralisée qui ne montre que ce qu'elle veut bien montrer, qui montre quel argent elle a en réserve sans montrer combien elle a en dette. Donc, ce que tu dis, c'est parfaitement valable, mais c'est d'autant mieux si tu dis la même chose par rapport à un protocole qui est entièrement décentralisé. Donc, tu vas sur un protocole, je sais pas, Compound, Maker, je pense que Stan pourrait en citer des bien meilleurs que moi, et en fait, là, tu peux voir tout
Tu peux voir aussi bien les dettes que les avoirs, tu peux voir les transactions, tu peux voir lorsqu'on distribue des fees, des frais de transaction qui sont redistribués aux apporteurs de liquidités pour qu'ils reçoivent des intérêts de l'argent qu'ils ont placé là, eh bien, tu peux voir d'où vient l'argent. Est-ce que dans cette poche d'où vient l'argent, est-ce qu'il y a encore des sous? Typiquement, quand il y a eu la chute de UST, on voyait auparavant que encore là où on prenait les fameux 20% par an d'intérêt, on voyait la quantité qui s'amenuisait, on voyait que l'argent était amené artificiellement de temps en temps depuis ailleurs et que ça n'était pas viable. Donc les vrais connaisseurs, ils voyaient que c'était un Ponzi et que ça allait s'écrouler. Les vrais connaisseurs sont sortis bien avant. Et donc ça, c'est des capacités que nous donne la finance décentralisée que les entreprises privées opaques ne nous donne pas. Et de nouveau, ça amène la confiance. D'ailleurs, tu parles d'un truc intéressant, Stan, je te redonne la parole parce que tu en parles dans ton bouquin, c'est la fameuse phrase qu'a citée Chantal, mais d'où vient l'argent? C'est-à-dire que dans les cryptos, les gens qui ont un peu pratiqué la finance décentralisée disent « Ok, je place une crypto et je reçois 10%, ou je reçois 20% ou 30% de retour. » Mais enfin, d'où vient cet argent? Est-ce qu'il est créé magiquement? Est-ce que tu pourrais nous dire très simplement, en fait, cet argent, comment il est créé finalement? Comment il y a des rendements possibles comme ça? Alors, ça vient de... Il y a deux sources essentiellement, parce que comme je vous expliquais, ces associations rendent un service, concrètement, et c'est le cas, hein, généralement, dans les protocoles, si on prend les basiques, qui sont ce qu'on appelle des automated market makers, dont l'objectif, c'est justement de faire ce que font les échanges centralisés, c'est-à-dire échanger des cryptos l'une pour l'autre, en fait. Hein. Si vous avez, par exemple, des USD coins et que vous voulez du Tether, qui sont deux stablecoins très connus, eh bien, vous pouvez les échanger sur ce genre de protocole automatiquement à travers un programme informatique et à travers des pools de liquidités. Ça serait plus facile d'ailleurs d'avoir des schémas pour pouvoir les montrer comment ça fonctionne. Mais globalement, quand vous déposez de la liquidité sur ces protocoles pour permettre à d'autres personnes d'échanger les cryptos, les personnes qui viennent échanger les cryptos vous versent un fees. Et c'est à partir de là où vous recevez ces fees quasiment directement parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc en gros, vous, quand vous apportez de la liquidité dans un protocole pour permettre à d'autres de l'utiliser, là, vous gagnez de l'argent. Mais faut pas se leurrer, ça suffit pas du tout pour atteindre les 10% ou les 20% d'ailleurs dont on parlait. Et c'est pour ça que généralement, tous ces protocoles, pour attirer justement des personnes qui vont apporter de la liquidité, vont émettre un token et vont émettre beaucoup de tokens au début pour attirer le plus de personnes. Parce que dans ces écosystèmes, dans ces associations, plus il y a d'adhérents, mieux ça marche en fait. Et pour attirer des adhérents, on les abatte avec des tokens. Et plus il y a d'adhérents, moins on va distribuer de tokens. Donc au début, il y a d'un côté la rémunération du service, donc l'apport de liquidité, et aussi cette inflation. On appelle ça l'inflation qui rémunère les early adopters. Donc il y a un peu ces deux aspects-là qui rémunèrent. Et évidemment, ces tokens, après, on peut aller les échanger. Ouais, puis il faut bien comprendre que c'est assez réglo, puisque c'est que ceux qui arrivent au début, ils prennent plus de risques. Le protocole n'a pas encore fait ses preuves, etc. Donc c'est réglo qui reçoivent plus. Et l'inconvénient, c'est que le prix du token en question dont tu viens de parler, à cause de cette inflation, eh bien le prix va baisser puisque les gens qui reçoivent ce token en récompense ont tendance à le vendre pour encaisser des bénéfices. En même temps, il y a un moment où quand ils ont fini de distribuer les tokens, si tout va bien, ils ont acquis une telle masse qu'ils sont solides et qu'ils ont moins besoin du token. Et si c'est un bon projet, il s'est débrouillé pour que son token amène d'autres bénéfices. Par exemple, s'ils ont la création d'autres tokens qui vont être eux-mêmes distribués en airdrop à ceux qui ont le token d'origine, etc. Donc, c'est tout un art de savoir régler ça. Mais justement, attends Chantal, je te coupe parce que là, tu dis un truc intéressant. Mais je pense qu'on a perdu déjà certaines personnes qui n'ont pas l'habitude. Nous, on a l'habitude. Mais si on devait comparer avec une banque traditionnelle, un token de récompense, ce serait comme si on allait à la Société Générale et qu'en remerciement d'avoir ouvert un compte, on obtenait une action de l'entreprise finalement. C'est exactement. On va dire c'est pas correct effectivement comme comparaison, mais il faut bien dire c'est un incentive à ouvrir un compte ou en tout cas à pratiquer, à utiliser une banque en fin de compte. Mais dans le monde décentralisé des blockchains, c'est vraiment un contrat automatique. Donc ce qu'on appelle un smart contract, c'est du code qui va automatiquement vous changer un token contre un autre. Les gens qui n'ont pas l'habitude d'un swap, c'est quand vous allez à l'étranger, vous allez en Australie, vous changez des euros contre des dollars australiens et là vous allez chez un broker en fait, qui est en général dans l'aéroport d'ailleurs. Et c'est comme si le broker il prend des commissions, donc c'est exactement ça. Sauf qu'un broker, c'est un être humain qui est derrière, qui va compter. Et là, il faut imaginer une machine automatique qui va prendre votre monnaie, qui va vous en donner une autre.
Et qui prend quelques frais au passage. Et qui prend des frais au passage. Donc là, c'est automatique. Et d'ailleurs, il faut de la liquidité. D'ailleurs, comme le broker dans l'aéroport, il est obligé d'avoir les billets. Il ne peut pas vous dire, je vous prends vos euros et je vous promets, demain, je vous enverrai l'argent sur votre compte. Non, vous voulez l'argent tout de suite. Exact. Et donc, un smart contract, pour moi, c'est vraiment comme dans l'aéroport, le broker, il a tous les billets. Eh bien, le smart contract, il a tous les tokens. Et quand il vous dit qu'il peut vous en donner 1000 tokens, il les a vraiment dans sa poche, en fait. Enfin, dans son panier, en fait. Et c'est là où le code ne peut pas tricher. Comme tu dis, le code fait la loi. Et contrairement aux banques qui vous disent oui, 20 millions d'euros, je les ai, alors qu'ils ne les ont pas, évidemment. Et ils savent comment les trouver. Mais donc, toi, on revient sur le Chantal. Tu es au Salvador actuellement. Et on parlait de très concrètement comment la crypto peut changer la vie quotidienne des gens. Eh bien, au Salvador, les gens achètent le lait, achètent la viande en Bitcoin directement avec leur téléphone mobile, en fait, donc ce qu'on appelle un wallet, mais en fait, qui est inclus, c'est une application qui est inclue dans le téléphone. Et puis, on se balance des QR codes. Et entre QR codes, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est du Bitcoin qui transite dans le monde entier. Exactement. Alors, il y a plusieurs wallets. Oui, ça marche très très bien. C'est en fait, c'est pas directement au Bitcoin, ça prendrait trop de temps. C'est du Lightning Network. Et ça dépend des zones du pays. Si on va à El Zonte, la fameuse Bitcoin Beach, là, il y a tout le monde qui accepte le Bitcoin. C'est très facile. Je veux dire, je dois payer tel montant. Ils le mettent dans le téléphone. Ils me montrent le QR code. Avec mon téléphone, je scanne le QR code, je clique. Tout de suite, ils reçoivent l'argent. Ils peuvent le réutiliser. C'est immédiat. C'est moins d'une demi-seconde. C'est généralement un dixième de seconde. J'ai même pas le temps de cligner des yeux. C'est très efficace. Après, il y a d'autres régions du pays qui sont encore mieux, comme la Berlin, qui est un village dans la montagne, enfin une petite ville, qui eux aussi ils acceptent partout Bitcoin. Mais si je vais dans la capitale, déjà si je demande est-ce que vous acceptez Bitcoin, ils vont me regarder comme une extraterrestre. Je dois dire est-ce que vous acceptez Chivo Wallet déjà. C'est une question de vocabulaire. Et parce qu'avec le Chivo Wallet, ils ont plein de fonctionnalités. Donc ça vient progressivement. Même ici dans la capitale, je peux acheter un truc chez McDonald's en Bitcoin, ils sont équipés, mais la majorité des endroits vont refuser parce que ça vient progressivement. Par contre, tous ceux qui font de la remittance, c'est-à-dire, tu as la famille ici. Faut pas oublier, c'est un pays du tiers-monde. Il y a beaucoup de familles très, très pauvres. Ah oui, il y a 3 millions de Salvadoriens dans le pays et 3 millions de Salvadoriens aux États-Unis, c'est ça? Et là, je ne connais pas les chiffres, mais ça doit être ça, ouais. Et là, la remittance, le fait d'envoyer. Donc, il y a une personne qui va à l'étranger, très souvent à Los Angeles, qui va à l'étranger pour travailler et qui envoie des fonds dans la famille, ici sur place. Ça s'appelle la remittance. Ils se font arnaquer parce que Western Union, MoneyGram, ils prennent des frais épouvantables. Et ça, c'est un des use cases absolument génial de la crypto-monnaie. Et il y a eu un moment lorsque Nayib Bukele a été élu, il plaisait pas du tout à l'administration, on va dire les bien-pensants du monde du Nord, et il a eu des menaces par rapport à la remittance, et ça représente 1/5 du PIB. Et c'est là qu'il a décidé d'adopter Bitcoin. Et maintenant, tu me parlais de l'utilisation des gens de la rue, gens et les familles reçoivent l'argent du papa ou de la maman qui est en ce moment en train de travailler à Los Angeles, le reçoivent directement dans le Chivo Wallet. Ça fonctionne très bien. Il y a des ATM Chivo Wallet à Los Angeles et partout ici. Oui, c'est ça. Et quand de San Francisco, pardon, je te coupe pour bien comprendre, quand on envoie 1000 euros des US au Salvador, la personne au Salvador reçoit vraiment 1000 euros moins peut-être 1 euro ou 2 euros de frais. Ou de Satoshi. Ou de Satoshi. Non. Ah oui, donc c'est des centimes. Oui, c'est des poussières de centimes. Ah, c'est des poussières de centimes. Mais oui, parce que ça passe par Lightning Network. Ah oui, contrairement à Western Union qui prend 15% de frais. C'est-à-dire que t'envoies 1000 balles, mais tu donnes 150 balles à Western Union. Donc c'est une honte, quoi. Ouais. C'est une honte, ouais. Donc ça, ok, ça marche bien. Ça marche bien. Et puis alors, tu me parlais de l'épargne. Oui, l'épargne des gens de la rue. Ah oui. Donc effectivement, ceux qui acceptent Bitcoin, on appelle ça tous ceux qui apprécient Bitcoin et qui veulent aider ce pays disent on va les orange pill, on va les tu sais comme dans Matrix, tu sais, on va leur donner la pilule rouge ou bleue là. Orange, et voilà, et ben nous on parle de la orange pill. On va les motiver à avoir un Chivo Wallet, à accepter du Bitcoin parce que ils vont se rendre compte à quel point ça apporte des bénéfices dans leur vie. Donc ceux qui acceptent déjà Bitcoin par un des wallets, que ce soit Chivo Wallet ou un autre, eh bien ils ont tendance à témoigner que quand ils ont des dollars dans la main, ils les dépensent. Quand ils ont des bitcoins dans le wallet, ils ont tendance à l'épargner. Et c'est la réalité du terrain. Et ces gens-là, il y en a tellement qui n'ont pas de compte en banque. C'est la première fois de leur vie qu'ils peuvent épargner.
Et là, on retrouve la différence entre monnaie inflationniste, comme le dollar, ils en impriment tout le temps, donc le dollar perd de valeur, alors que le Bitcoin, ce qui serait l'or digital, augmente en valeur, donc on a tendance à le garder avec soi. Effectivement, je lisais à très long terme. articles. Alors eux, non. Alors, ils n'ont pas cette option, ils n'ont pas cette optique. Eux, ils vivent à court terme. Eux, ils disent, OK, Nayib Bukele a adopté Bitcoin en 2021. Depuis lors, le prix est descendu. Donc, il va falloir attendre la prochaine bulle pour qu'ils comprennent que le prix va remonter et qu'il faut les motiver à regarder la courbe en faisant un zoom arrière sur 10 ans. Mais ils n'ont pas vraiment ce recul. C'est des gens qui vivent souvent au jour le jour, tu vois. Et ça, c'est un peu le gros problème d'adoption encore du Bitcoin. Il faut que les gens comprennent, c'est effectivement très volatile. Donc, il faut avoir du temps devant soi. Mais c'est un peu comme l'or. L'or est aussi très volatile. Alors, j'ai une question pour Stan, parce que Chantal parlait de Coca-Cola. Et donc, j'ai lu pas mal d'articles intéressants qui disaient que depuis l'expérience salvadorienne où le Bitcoin est accepté comme monnaie légale, monnaie de paiement, les multinationales de type Starbucks, McDo, etc., commencent à envoyer l'argent du Salvador via Bitcoin directement à la maison mère. Et on a l'impression que c'est en train de perturber, j'en parlais d'ailleurs avec Alexandre Satchenko aussi, qui est un expert dans le domaine. Et Stan, est-ce que toi t'en parles dans ton bouquin, Stan, tu vois venir ça, la performance des blockchains pour envoyer de l'argent à l'international entre des entreprises finalement, même entre les banques centrales. Et donc là, on est en train de voir concrètement, toi tu en parles dans ta chaîne, il y a vraiment la BIS, enfin les grosses institutions qui commencent à dire, mais en fait, la blockchain, mais c'est génial, on va mettre tous les systèmes informatiques à la poubelle, et du jour au lendemain, on va aller sur une blockchain, et on pourra communiquer avec les banques du monde entier, en fait, c'est ça. Alors ouais, tout à fait, effectivement, et ça c'est quelque chose, c'est assez intéressant parce que bon, moi je fais des vidéos régulièrement sur ma chaîne, et donc c'est en le documentant au jour le jour que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a quand même un véritable, alors c'est pas un agenda, je vais pas tomber dans des propos trop complotistes et tout ça, mais quand même la BIS, donc la Bank of International Settlement, la banque des règlements internationaux qui est basée en Suisse, qui est la banque centrale des banques centrales, en gros, qui assure les règlements entre banques centrales, eh bien, vous pouvez aller voir sur son site, ils ont une douzaine de projets actuellement pour mettre en place un système monétaire basé sur l'échange, donc à la fois de monnaie d'euros digital, ce qu'on appelle des CBDC, Central Bank Digital Currencies. Ça, c'est au niveau des États, au niveau des banques centrales, mais après, au niveau des banques commerciales, il y a des stablecoins qui vont apparaître aussi pour des paiements interbancaires. Et d'ailleurs, ces stablecoins-là seront très probablement backés par des CBDC. Donc, la réserve de ces stablecoins ne seront plus en euros comme on l'a actuellement, mais ils se feront en dollars, mais ils se feront en CBDC, donc en euros digital. Et c'est assez frappant de voir que ça se met clairement en place. Allez voir en particulier, si vous voulez taper sur Internet, regardez le projet Icebreaker. Donc, Icebreaker, casseur de glace de la BIS, c'est impressionnant parce qu'ils montrent le schéma du prochain système monétaire. Ils font des tests grandeur nature actuellement. Et effectivement, à horizon 2026-2028, ça va être potentiellement, on va avoir un système monétaire de cette nature. C'est vraiment bien ce que tu dis, parce que la presse nous renvoie des choses, des poncifs habituels sur le Bitcoin, le terrorisme, etc. Moyennant quoi, derrière, sans nous le dire, la Banque centrale des banques centrales est en train de phagocyter le système pour que la blockchain, pour complètement monopoliser en fait ce système-là. Et donc la question... Chantal, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, que je me pose vraiment, mais quel est l'avenir alors des blockchains comme Ethereum, des blockchains dites publiques, c'est-à-dire à tout moment, tout le monde peut venir valider des blocs sur Ethereum, sur Bitcoin évidemment on le sait, mais disons que parlons d'Ethereum qui est vraiment la blockchain publique et très utilisée par le monde financier. Quel est l'avenir de ça ? Parce que si la blockchain Canton, donc, qui est une blockchain privée gérée par les banques, si les banques n'utilisent que ça, si les particuliers ne sont autorisés à utiliser que les crypto-monnaies sur Canton, alors Ethereum n'a plus d'avenir. Ok, alors Ethereum aura toujours un avenir, Bitcoin aura encore plus un avenir, parce que Bitcoin est vraiment totalement inarrêtable. Parce que c'est la différence entre, on va dire, imagine que tu as un petit lingot d'or de 5 grammes qui coûte 200 ou 300 euros, et puis tu as quelques billets pour 200 ou 300 euros. Lequel tu as envie de dépenser dans la vie de tous les jours ? Tu n'as pas envie de dépenser l'or. Tu as envie de dépenser les billets. Voilà. Et en fait, il y a plusieurs qualités de monnaie.
Donc déjà, ça va rester en parallèle et ce sera une qualité différente. En plus de ça, les gens vont commencer à avoir des inconvénients avec le système monétaire international à ce moment-là, dans quelques années, puisque l'argent sera programmable et qu'ils vont avoir des contraintes. Par exemple, tu as reçu un remboursement pour payer le médecin, tu n'as rien le droit de payer d'autre que le médecin. Ou alors avec ton salaire, tu as le droit d'acheter maximum X litres de bière par mois et si tu dépasses ça, ben, à la caisse, ça va pas te prendre ta carte, etc. Et on peut voir ce qui se passe déjà, par exemple, en Chine ou dans des pays totalitaires où l'argent local est utilisé comme contrainte pour empêcher de prendre un billet de train, par exemple, pour aller à une manifestation. Et à ce moment-là, les gens trouvent des contournements qui, en l'occurrence, seront les blockchains libres, même si eux, ils peuvent pas. Et si on prend un exemple avec Internet, eh bien, on a aussi des gens qui utilisent Internet d'une autre manière. Et là, je parle pas du dark web, mais je parle du web qui n'est pas référencé par Google, mais qui n'est pas illégal. Hein, il y a des pays où c'est totalement illégal. On a une peine de mort si on donne un rendez-vous de type homosexuel et qu'on a une relation homosexuelle. Eh bien, ces gens-là se donnent des rendez-vous sur des sites web qui ne sont pas référencés et ils le font avec une bien meilleure sécurité. On a un avenir où les CBDC vont nous apporter des contraintes, ça va être liberticide, et on aura les blockchains libres qui vont nous permettre de fonctionner normalement quand même comme on le désire. Il y a plein d'autres exemples qu'on peut donner avec Internet, ne serait-ce que l'usage d'un VPN. Quand j'étais à Bali, je n'avais pas accès à Binance.com, même pas à l'académie, parce que voilà, en Indonésie, c'était pas accessible. J'ai utilisé le VPN, j'ai eu accès. Ou pour voir un film qui était autorisé en Suisse alors que j'étais en voyage, j'ai utilisé le VPN. Eh ben, on va faire pareil avec les vrais blockchains. En les utilisant lorsque le système en place liberticide ne nous permettra pas de faire ce qu'on veut. C'est une bonne analogie, les VPN, parce que pour ceux qui ne savent pas encore, est-ce qu'il y a encore des gens qui... Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas ou qui n'utilisent pas les VPN ou qui ne savent pas comment installer un VPN. Donc, et en fait, ça revient à la maîtrise de l'outil informatique. Et c'est pour ça que je fais aussi ce qui nous motive tous les trois, c'est de dire aux gens, mais télécharger un wallet, expérimenter le wallet, parce que c'est l'instrument de votre liberté future. Parce qu'avec un wallet, quand on le maîtrisera, un wallet libre, open source, eh bien on pourra aller sur des blockchains libres, de type, tu as raison, de type Ethereum, qui deviendra une blockchain libre. Et puis je pense qu'on sera peut-être des centaines de millions à pouvoir aller sur des blockchains libres. Et les États n'y pourront rien. Et d'ailleurs, ceux d'entre vous qui souhaitent installer un wallet et expérimenter, même en quelques minutes, c'est pas compliqué. Vous allez sur le site web de Techno Impact et il y a une formation pour ça. Donc, je vous encourage à expérimenter avec Benjamin. Vous verrez, ce sera facile, rapide et efficace. Exact. C'est vrai que tous les trois, on donne des formations en crypto pour inciter les gens à s'intéresser à ça. Et bien avant de spéculer, on n'est pas là pour parler de ça. Et ça, c'est un autre sujet qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Mais maîtriser cette technologie. Alors, sur justement les blockchains publics, donc toi, Stan, tu en parles aussi souvent, c'est la façon dont les politiques, on voit bien, essayent de contrôler ça. Alors, il y a le fameux Gary Gensler, hein, donc on en parle tout le temps. Chantal, elle dit, quand j'écoute Gary Gensler, je suis au cinéma, je mange du popcorn, et je regarde, ça m'amuse beaucoup parce qu'effectivement, Chantal, tu avais raison, tu disais ça il y a 8 mois, on se parlait. Et tu disais, tu vas voir Gensler, il va rentrer dans le rang, de toute façon la crypto s'est pliée, ce sera adopté, point barre. Et effectivement, on voit bien qu'il a eu beau gesticuler dans tous les sens ces derniers mois, en fait, c'est acquis, il va libérer les ETF, etc. Bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, il a compris, lui, comme tout le monde, que c'était un phénomène immense, quoi. Cette numérisation de l'économie va passer par les blockchains. Et donc toi, comment tu vois, Stan, l'aspect politique? Parce que je te sens inquiet quand tu parles des monnaies numériques de banque centrale. Souvent, tu dis non, mais je veux pas faire du FUD, je veux pas vous inquiéter, mais franchement, inquiétez-vous, quoi. Alors, est-ce que tu crois que c'est vraiment inquiétant, ces cryptos d'État, en fin de compte, ou est-ce que tu penses que les États vont pas être tous d'accord? On a vu des hommes politiques américains au Sénat dire attendez, on votera contre les MNBC. Comment tu vois ça vraiment au fond de toi, enfin ton sentiment personnel? C'est exactement ce que vient de dire Chantal. Moi, on peut être que inquiet par ces monnaies ultra programmables, parce que concrètement, ce qui va se passer, c'est que, en tout cas, tel que c'est décrit dans les schémas de la BIS, de la Bank of International Settlement, vous n'aurez plus un compte en banque dans votre banque commerciale. Votre compte en banque, il sera directement au niveau de la banque centrale.
Donc c'est elle, et ce qu'ils disent, ils disent clairement, on pourra faire des allocations monétaires, en gros du prêt, ça sera chirurgical en fonction à la fois de votre comportement dans la société, de votre crédit évidemment, parce qu'ils auront, avec les data qu'ils accumulent sur vous, en fait, c'est plutôt l'alchimie qui m'inquiète. D'un côté, l'alchimie de toutes les data qui sont accumulées sur nous, et on parle de l'IA, de la reconnaissance faciale, du fait que exactement ce qui se passe en Chine, et que on ajoute à ça maintenant des monnaies programmables qui pourront à tout moment décider de vie ou de mort sur nos vies, en gros, concrètement sur nous. Et donc cet aspect-là, et de l'autre côté l'absence totale de débat en France en Europe, et que on arrive, je veux dire, c'est dans 4 ans que ça va apparaître. L'euro digital, ils viennent d'annoncer qu'on passait dans la phase d'expérimentation. Après la phase d'analyse, on passe dans la phase d'expérimentation. Et le gouverneur de la Banque centrale de France, de la Banque de France, nous a dit que d'ici 2026, on aurait un euro digital en France. Je veux dire, il faut peut-être en parler. Ça a des telles conséquences potentielles sur nos vies que, oui, ça m'inquiète inévitablement, c'est clair. Ouais, donc, mais toi Chantal, tu penses que, pareil, tu es aussi inquiète de ton côté, tu crois pas vraiment qu'il va y avoir, tu vois par exemple sur l'IA, Stan disait l'IA, mais l'Union européenne est en train de réguler l'IA en interdisant strictement l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire du scoring social par exemple. Ça, c'est dicté dans l'IA Act, c'est écrit noir sur blanc, il n'y aura pas de scoring social en Europe en tout cas. Blablabla. On est dans des états de droit. Alors voilà, blablabla, jusqu'au moment où effectivement arrive une pandémie, par exemple, et où là on sent bien que les États se lâchent et mettent à bas certaines libertés individuelles en disant il y a de l'urgence. Mais comment ils vont pouvoir justifier l'urgence en disant la crypto d'État va s'imposer? Et puis est-ce qu'ils vont pouvoir interdire ces blockchains libres, ou est-ce que tu crois qu'on sera assez nombreux pour pouvoir utiliser ces blockchains libres comme Ethereum pour avoir une alternative à ces monnaies numériques de banque centrale? On a un rôle crucial pour créer le monde de demain, pour co-créer le monde de demain. Il faut éduquer les gens, il faut les former, il faut les libérer, il faut qu'ils deviennent compétents. Et ça, c'est ça qui apporte la vraie liberté. À part ça, tous ces problèmes de crédit social, de contraintes, de MMBC, moi, je vois ça avec un certain recul, vu que maintenant je voyage beaucoup et puis j'ai un certain âge et puis on a vu tout ça. Ok. J'imagine, ferme les yeux, imagine un troupeau de moutons dans une clairière qui ne se rend pas compte qu'il est enfermé parce que les barrières sont encore loin. Là maintenant, les barrières se rapprochent. Ça a commencé, je sais pas, la destruction des tours à New York, tu peux même plus prendre ton dentifrice dans l'avion. Au fil des années, c'est de pire en pire. Avec la pandémie, ça a été spectaculaire, mais ça n'est que le début. Les gens s'habituent à ce genre de contraintes. Mais en attendant, les moutons voient les barrières qui se rapprochent et les animaux deviennent nerveux. Et il y en a de plus en plus qui décident de s'enfuir et certains y arrivent. Ok. Donc, moi, je vois plus les gouvernements exagèrent, plus ça me fait rigoler en me disant, bon, le grand public va enfin prendre conscience de ce qui se passe. Et c'est vrai, on voit tellement de gens qui se disent, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que ma carrière, c'est vraiment ma vocation? Ou alors, est-ce que je devrais me mettre au yoga pour me sentir mieux dans ma peau? Ou alors, des gens qui quittent tout et qui vont construire une forêt comestible, d'autres gens qui vont inventer des manières de mieux éduquer les enfants plus respectueuses, d'autres gens qui vont créer un réseau d'entraide dans leur quartier. Et ces gens-là, ils font pas de bruit. Ils dérangent pas les gens qui tirent les ficelles tout là-bas. Ils font pas de bruit. Mais c'est ça le monde de demain. Et ces gens-là, ils sont lumineux, ils sont contagieux et ils sont de plus en plus nombreux. C'est ça le monde de demain. Alors, c'est super ce que tu dis. J'ai une question pour tous les deux cette fois. Tu me fais penser à un truc vraiment fondamental. À chaque fois que je parle de crypto-monnaie à mes amis autour de moi, peu importe, on me renvoie en permanence à la spéculation. En me disant, oui, mais ton nouveau monde, c'est de l'argent. Ça ne parle que de spéculation, ça ne parle que de gagner, etc. Alors pour le coup, oui, effectivement, on parle d'argent là, parce qu'on parle du système financier. Mais l'argent, c'est le moteur de l'économie, c'est le moteur de nos vies aussi. Et la liberté financière, c'est ce qui fait qu'on se sent bien, qu'on a un logement correct, qu'on mange correctement, qu'on peut éduquer ses enfants, etc. Donc c'est important. Mais comment vous voyez tous les deux, peut-être commencer par Stan, comment on peut expliquer aux gens qu'un outil ultra spéculatif, ou en tout cas la presse le présente comme ça, comme d'un outil ultra spéculatif. Regarde, depuis quelques jours, bon, on est tous contents, mon portefeuille est méga vert, comme le vôtre, j'imagine. Comment on peut se dire, après tout, c'est moins important que de changer, que d'éduquer les gens à ce nouveau système qui vient. Enfin, comment on peut concilier les deux, tu vois ?
Non, et pour moi, ça revient toujours à au même constat. En fait, je pense que les gens ne font pas l'effort de comprendre ce que sont vraiment les cryptos. On focus actuellement, tout le focus est fait sur les associations qui rendent des services financiers. C'est tout. Et effectivement, c'est spéculatif, il y a des Ponzi. Mais en fait, les cryptos, c'est des médiums d'organisation sur Internet. C'est comme dire que une imprimante, c'est nul parce que ça imprime des textes qui sont négatifs. Les cryptos, c'est juste un moyen, c'est une technologie d'organisation des gens sur Internet. Et le truc, les services qu'ils peuvent rendre sont multiples et sont pas du tout que des services financiers. Et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Ethereum. Ethereum va survivre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne rendent pas du tout que des services financiers. En fait, on peut même faire du cloud storage, on peut faire n'importe quoi sur Ethereum. Et du coup, ok, effectivement, la DeFi, pour le moment, elle est construite sur Ethereum et sur les taux de chaîne, mais surtout sur Ethereum. Et donc, de ce point de vue-là, va être concurrencée par les blockchains fermées. Mais il y a des milliers et des milliers d'autres projets qui apparaissent et qui vont apparaître et qui ont d'autres projets, si tu veux, qui ont d'autres. Donc c'est ok, en ce moment on parle de spéculation parce que ce qui se développe le plus vite, ce sont des associations financières, mais il y a aussi des milliers d'autres associations qui ne le sont pas et qui vont se déployer. Et toi, Chantal, là-dessus, sur la spéculation, comment tu présentes ça à chaque fois ? Alors, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect spéculation qui intéresse plutôt les gens qui sont dans des pays comme les nôtres. Et puis, il y a l'aspect liberté qui concerne tous ces gens qui ne sont pas bancarisés, qui ne peuvent même pas épargner, qui ne peuvent pas gérer l'argent de leur petit commerce, de leur petite épicerie, et qui enfin le peuvent. Et l'exemple que je donnais tout à l'heure pour la remittance, c'est crucial. C'est la liberté contre le monde politique du Nord qui essaye d'imposer ses contraintes. Donc, il y a plein d'autres aspects. Et là, c'est surtout Bitcoin qui est the king pour les aspects liberté. Dans nos pays occidentaux, on ne parle que d'actifs financiers, effectivement, parce que nous, on a tous un compte en banque et on a tous un système financier qui fonctionne, qui est très lent, qui est très cher, mais en tout cas, ça fonctionne. Et dans tous les pays dits en voie de développement, mais l'Argentine, par exemple, c'est un pays ultra développé, mais qui subit une inflation telle qu'ils se ruent sur les crypto-monnaies pour faire leurs échanges, parce que pour eux, c'est vraiment le moyen d'acheter du lait ou du beurre, ou des choses concrètes. Et de garder la valeur. Bitcoin, dans ce genre de pays, a déjà dépassé son plus haut historique depuis longtemps. Ça garde la valeur à cause de leur inflation. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, au-delà même de dépenser... C'est des bananes à république. Ces gouvernements-là, ils impriment. Ouais. Ils sont complètement pourris. Et du coup, la population a une épargne qui fond à toute vitesse. Et donc, Bitcoin, ça les sauve, ou d'autres cryptos, mais surtout Bitcoin. Ça, c'est quelque chose aussi, Stan, que tu remarques ça dans les pays. Donc, il y a pas mal de pays en Afrique. Il y a aussi l'Afghanistan. Il y a aussi en Iran, je crois maintenant. Enfin, il y a plein de pays qui utilisent vraiment la crypto-monnaie pour leurs échanges quotidiens, en fait. Ouais. Et il y a une très forte corrélation entre justement l'inflation dans les pays et l'adoption des cryptos. On le voit très bien en Argentine, en Turquie. C'est très clair, en fait. Évidemment, c'est une réserve de valeur, mais pas que. Enfin, il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin. Je pense que même en Europe... on va voir comment ça va se passer dans les années à venir, mais il y a des chances que effectivement les cryptos servent aussi à ça, de réserve de valeur. Alors le Bitcoin est effectivement assez est le roi. Pourquoi ? Parce que l'avantage du Bitcoin, c'est que c'est très simple et que c'est très sécure en fait, c'est très sécurisé. Le Ethereum et les autres blockchains où on peut déployer des smart contracts, c'est une technologie plus avancée, mais c'est aussi c'est plus complexe et donc il y a plus de failles et donc il y a beaucoup de hacks. Et ça, c'est vrai que c'est le gros avantage du Bitcoin, c'est que c'est très décentralisé et que c'est très simple. Le code source est très simple et du coup, il est très solide. Et donc, le consensus n'a pas changé. Et voilà. Le consensus n'a pas changé, c'est crucial pour ces gens-là. Comme par hasard, le gouvernement de Chine est ceux qui possèdent le plus de Bitcoin au monde. Et pourquoi ils ont choisi Bitcoin ? Ils savent très bien de quoi ils parlent. Oui, puis les premiers ETF qui vont sortir sont évidemment sur Bitcoin parce que c'est la plus ancienne crypto-monnaie, celle qui n'a jamais changé effectivement depuis le début, celle qui a le plus de validateurs. Il y a des millions d'ordinateurs qui valident Bitcoin dans le monde entier. Ouais. Et donc, c'est ce qui inspire confiance. Alors maintenant, il y a les ETF sur Ethereum dont on parle tout le temps. Parce que, en fait, et ça vient, la rumeur s'est amplifiée justement tout récemment.
Ouais, exactement. Et ça aussi, alors ils en parlaient déjà depuis quelques mois, mais là maintenant BlackRock a fait sa demande. Donc les demandes officielles commencent à arriver. On sent un vent. Alors vous vous avez connu plusieurs bear market et bull market, moi ça va être mon deuxième bull market. Et là on sent le vent. Alors ce podcast il sera diffusé dans un mois. Mais tout le monde a compris on est sorti en tout cas du marché baissier, on est sorti du bear market. Et ça aussi, ce qui est intéressant, il faut que les gens comprennent, c'est qu'avec la crypto-monnaie, on comprend très vite les cycles. Alors des cycles, il y en a partout, il y en a à Wall Street, il y en a sur le marché des métaux précieux, il y en a sur le marché du blé, et il y en a surtout dans le marché des cryptos, avec des cycles de 4 ans en moyenne, et on les connaît depuis l'avènement du Bitcoin 2009, on a déjà eu le plaisir d'observer plusieurs cycles. Oui, c'est ça, 3 ou 4 ou même en 5e cycle maintenant, des cycles de hausse spectaculaire et de baisse drastique. Et là, on sait qu'on rentre dans un nouveau cycle de hausse. Alors, on ne sait pas exactement quand, on n'a pas de boule de cristal, mais on sent bien que ça frémit. Et on le voit dans l'actualité quand les grands médias commencent à dire « Ah, finalement, le Bitcoin, il se passe quelque chose, c'est pas inintéressant, vous devriez regarder. » Et puis on sait que dans 6 mois, il va y avoir tout le monde qui dit « Il faut acheter du Bitcoin à fond, et on sait que ça va être le haut de la bulle, etc. » Donc là, on vous incite à observer ça, à vous renseigner là-dessus, c'est vraiment intéressant. Mais peut-être on peut finir sur ce cycle. Toi, Stan, tu en parles évidemment de ce cycle. Est-ce que tu constates avec étonnement que ces cycles sont respectés et on se demande comment est-ce que tous les acteurs, les millions d'acteurs de la crypto-monnaie finalement font en sorte que ces cycles sont respectés. Est-ce que c'est uniquement de la psychologie humaine? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus incroyable là-dedans? Enfin, quel est ton sentiment sur ces cycles? Il y a plusieurs éléments là-dedans. Je vais essayer d'être bref, mais effectivement, il y a ce qu'on dit historiquement, c'est que les cycles Bitcoin sont drivés par ce qu'on appelle un halving, c'est-à-dire que tous les 210 000 blocs, tous les 4 ans, la rémunération, le nombre des Bitcoins qui sont mis en circulation est divisé par 2. Et ça, c'est inscrit dans le code source initial, c'est-à-dire que l'émission des Bitcoins est décroissante dans le temps. Donc, plus ça va, moins il y a de Bitcoins qui sont mis en circulation. Mais au final, on sait très bien qu'il y en aura 21 millions au maximum. Donc, c'est une monnaie qui n'est pas inflationniste, puisqu'il y a un montant, il y a un nombre maximum, mais son émission dans le temps se fait de manière décroissante. Et à chaque fois qu'on a eu ce halving, c'est-à-dire divisé par 2, c'est ce que ça veut dire, on a eu une forte poussée haussière dans les mois qui ont suivi, parce que généralement, ça crée un effet de rareté, puisque du jour au lendemain, il y a 2 fois moins de Bitcoin qui sont mis en circulation toutes les 10 minutes, dès qu'il y a un bloc qui est ajouté à la blockchain. Et donc, historiquement, c'est ça qui a drivé, c'est cet événement qui a drivé les cycles, les 3 ou les 4 précédents cycles. Maintenant, il y a quand même d'autres éléments. Alors, il y a plusieurs éléments qui arrivent et qui sont positifs, comme les ETF sur spot, qui vont être aussi un élément de rareté, je pense. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'environnement macroéconomique est quand même très différent. C'est la première fois que les cryptos vont connaître une récession. Ils ont toujours grandi dans un environnement où l'argent était peu cher et abondante. On rentre dans un autre univers. Je demande à voir. Donc, voilà, je pense qu'il faut bien regarder les choses. Il y a une décorrélation actuellement entre justement les actifs traditionnels et les cryptos. On va voir historiquement, il y a quand même une certaine corrélation entre les actifs qu'on appelle risk-on, les actions, et les cryptos, ce qu'on avait vu très bien dans le crash de 2020, en mars 2020 avec le Covid. Et donc, je sais pas, ça va être assez intéressant de voir. C'est une correction sur les marchés traditionnels, voir comment le crypto se comporte. Mais je vais être trop long, mais au final, je pense qu'on va de toute façon assister à un autre marché haussier crypto dans 2025, 2026, 2024, 2025. Ok. Et toi, Chantal, ce cycle, comment tu le vois? Il se répète pour toi inlassablement? Et comment tu peux expliquer ça? Ou alors il se répétera pas? Enfin, ton sentiment, évidemment, pas de boule de cristal. Mon sentiment. Donc, on a eu l'extrême pointe en 2013, l'extrême pointe en 2017, l'extrême pointe en 2021. Et là, on s'attend à avoir une extrême pointe en 2025 si ça se répète. On n'est pas sûr que ça se répète, avec une montée qui commencera déjà en 2024. C'est une des nombreuses possibilités, mais c'est celle qui est considérée comme la plus probable par la plupart des experts, mais pas tous. Ensuite, il faut dire que l'impact du halving, comme Stan l'a très bien expliqué, ça se réduit, vu que ça a de moins en moins d'impact sur l'inflation, ça a de moins en moins d'impact sur
les bitcoins qui sont vendus, d'autant mieux que les mineurs ont beaucoup plus facilement accès au crédit qu'avant, donc ils ont moins besoin de vendre ce qu'ils viennent d'encaisser. Ensuite, il faut dire que le halving est un narratif bien pratique pour la psychologie des foules. La loi de l'offre et la demande, n'importe quel investisseur a compris ça, quelle que soit son origine. Donc, c'est très pratique pour manipuler les foules. Ok. Il y a un autre point que Stan a cité qui est très intéressant, c'est la décorrélation. Donc, quand j'ai tourné la première version de ma formation en 2020, je disais que Bitcoin n'était pas corrélé au SP500, etc. Et je le montrais sur des graphiques. Et brusquement, ce qui s'est passé en 2020 avec cet énorme apport de liquidité à partir de après mars 2020, eh bien ça a été justement une corrélation. L'apport de liquidité est venu pas seulement dans le SP500 et dans les outils de finance traditionnels, mais aussi dans les cryptos. Et donc là, on voit une corrélation entre Bitcoin et le SP500 qui brusquement s'amplifie et qui maintenant, les gens croient que c'est devenu la norme. Mais ceux qui étaient là avant, ils savent que c'est pas la norme. C'est dû à cette imprimante débridée qu'on appelle avec plein de R dans le monde des cryptos. Et on voit, on imagine Gary Gensler en train d'imprimer le truc avec, tu sais, la main qui tourne, la manivelle qui tourne. Voilà. Et ça, cet apport de liquidité, c'est ça qui a faussé cette corrélation-décorrélation. Et je pense que cette décorrélation, tant qu'il n'y a pas d'impression monétaire, parce que là, ils ont fait un peu des efforts pour réduire l'impression monétaire ces derniers temps, c'est pour ça qu'on a eu le bear market. Et s'ils recommencent à imprimer pour n'importe quel prétexte, et ils sont très forts pour trouver des prétextes comme des drogués en manque, qui veulent leur prochaine dose. Donc, à partir du moment où ils recommencent à imprimer, on va avoir de nouveau une corrélation qui sera plus marquée. C'est logique, c'est les vases communicants. Maintenant, si on regarde les cycles, on fait un zoom arrière et qu'on regarde l'apport de liquidité, le renouvellement du crédit américain tous les 3 ans et demi, les bonds qui arrivent à échéance et ils doivent refinancer tout ça. Et on se rend compte qu'il pourrait y avoir une corrélation avec les cycles et que ça pourrait peut-être être une coïncidence. Alors, je pense que c'est multifactoriel et que c'est un petit peu de tout et que d'étudier la macroéconomie nous permet d'avoir la big picture, de comprendre l'ensemble et de savoir ce qui s'en vient à long terme. Ouais, merci Chantal, parce que moi c'est ce que je retiens des crypto-monnaies, c'est que quand on s'intéresse aux cryptos, on rentre dans la finance classique, on rentre dans Wall Street, on rentre dans les phénomènes de bourse, de cycle. Tu parlais de psychologie des foules, on rentre évidemment dans la psychologie humaine, qui est effectivement un moteur mais crucial dans les investissements. Quand on arrive à comprendre que tout le monde vous dit acheter de la crypto, c'est peut-être pas le bon moment d'en acheter. Et c'est quand tout le monde vous dit oh là là, j'y crois plus du tout, que là c'est peut-être le très bon moment d'en acheter. Mais c'est tellement contre-intuitif, c'est tellement difficile à faire. Et c'est comme ça que les grands financiers s'en sortent d'ailleurs. Justement, je voulais terminer sur ça. Sur cette incroyable histoire du Bitcoin, de comment cette personne ou ce groupe d'individus, on peut imaginer une monnaie numérique comme ça qui s'autorégule, qui est déflationniste, qu'on peut posséder en propre avec un petit wallet qu'on a sur son téléphone ou sur son ordinateur. C'est absolument magique tout ça. Donc on vous incite à vous renseigner. Merci à tous les deux. On retrouve Chantal Leng sur YouTube ou sur LinkedIn aussi. On retrouve Stanislas de Quénotin sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Bex, Blockchain Expert. Et puis ton livre, Stan, il est sur Amazon, facilement trouvable. Merci à tous les deux et merci de nous avoir écoutés. On a notre site qui s'appelle technoimpact.tech où vous trouverez aussi tous les anciens épisodes. Vous retrouverez l'épisode qu'on a fait avec Chantal il y a quelques mois et l'épisode qu'on a fait avec Stan, je crois, il y a une année à peu près. Et vous retrouverez aussi les informations qu'on vous donnera et la possibilité de vous inscrire à notre newsletter. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.